C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine, le débat sur Kyondo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous allons dans ce magazine revenir sur les grandes questions qui ont émaillé l'an 2023 avec notamment la tenue des élections qui ont abouti à la réélection de Félix Tshisekedi. Et à ces jours, il y a pratiquement une majorité écrasante qui sera confirmée notamment au terme de la nomination d'un formateur du gouvernement. Après le travail de l'informateur Augustin Kabouya, la faible représentativité de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Quel avenir par rapport aux grands enjeux politiques qui attendent la RDC pour ce nouveau quinquennat? On va faire le point avec deux invités qui nous font l'honneur d'être avec nous. D'abord, l'opposition, c'est l'envol de Deli Sessanga avec Maître Mohamed Eyenga. Il est responsable justement de ce parti politique au niveau de la ville de Lubumbashi. Maître Mohamed Eyenga, nous vous disons merci d'avoir accepté de venir à ce débat. Je vous en prie, Monsieur José Mukendi, merci de l'invitation. Qu'il me soit permis de saluer les honorables téléspectateurs de la télévision de la culture. Des salutations également à mon co-débatteur. Bien, merci à vous, Maître Mohamed Eyenga. Nous avons pour le compte du pouvoir Monsieur Alain Kami. Il est communicateur de l'Union sacrée. Il est coordonnateur national, je le précise, de la jeunesse de Défat et en même temps conseiller communal au niveau de Campemba. Monsieur Kami, d'abord, mes sincères félicitations pour votre élection. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci également aux aimables téléspectateurs qui ont voulu porter leur dévolu sur ma modeste personne. Je leur exprime une infinie gratitude et merci aussi pour avoir voté pour mon mentor, l'honorable Jean-Louis Kalamba, qui est élu doublement dans la ville de Lubumbashi. C'était une bataille rude, ça n'a pas été facile, mais vous aviez placé votre confiance en nous. Nous nous sentons pleinement interpellés par rapport à cela. Bonsoir également à mon co-débatteur de ce soir et bonsoir aux aimables téléspectateurs, mes chers compatriotes que j'aime et que je porte à cœur. Bien, on va débuter ce magazine par vous, M. Camille. D'entrée des jeux, la question, c'est d'abord... Ce briefing du chef de l'État, c'était en direct sur la chaîne nationale. Plusieurs questions évoquées, et particulièrement les questions qui concernent l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi est sur non seulement la voie de guerre, mais aussi et surtout sur la voie diplomatique. Est-ce que cette voie va finalement résorber cette crise qui sévit dans la partie orientale de la RDC, avant qu'on ne revienne notamment sur d'autres aspects politiques? De prime abord, nous saluons la clairvoyance, la clarté et la courtoisie avec laquelle le chef de l'État a tenu ce point de presse. Je pense que ce sont des choses très rares qu'on a vécues dans les vécus quotidiens du peuple congolais. Un chef de l'État qui n'a pas préparé de questions anticipativement à donner aux journalistes et qui était prêt à répondre à chaque question. Ça, c'est de l'intelligentiel tshisekediste qui nous a honoré et qui a honoré le peuple congolais. Par rapport à cette guerre de l'Est, nous l'avions dit à Bellurette que le chef de l'État avait trois options sur pied ou sur table. La première option, c'était l'option diplomatique qui nous a pondu d'ailleurs des éléments majeurs, de documents très majeurs, en l'occurrence l'accord cadre de Luanda, l'accord de Luanda qui demandait l'arrêt immédiat des hostilités, le retrait des énergumènes rebelles de M23 et le cantonnement de ces rebelles, chose qui a semblé marcher à une certaine période de la vie, mais qui tergiverse. Il y avait l'option militaire. Sur le plan militaire, nous avons un commandant suprême en ce jour civil, contrairement à celui qu'on a connu lors de la gestion de Joseph Kabila, sénateur à vie, mais un commandant suprême civil qui s'est évertué, qui a mouillé le maillot pour que la ville de Goma, qui est tombée autrefois dans 48 heures, n'est pas tombée. Ça, c'est de la bravoure que nous devons apprécier. Pas que toute la partie orientale est désormais sous contrôle du gouvernement.
Pardon? Ça ne signifie pas que toute la partie orientale... Bien sûr que oui. C'est une guerre qui a environ 3 décennies. Et ils ont tenté... Puisque c'est le décor, la question a été directe. La voie diplomatique et la voie de la guerre. Et la troisième option mise sur pied, c'est l'option politique par le chef de l'État. Alors, l'option diplomatique semble donner de résultats escomptés, mais nous n'y allons pas dans la peau des hommes faibles. Nous y allons en homme fort et ça fait trembloter même nos adversaires, même le décor. Tous ceux qui se sont mis dans la peau de partenaires de M23. Oui. Voilà. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour nous de prendre Maître Mohamed Inga. C'est quoi le décor que vous plantez par rapport à cette persistance de la guerre dans l'est de la RDC entre l'option diplomatique, politique et la guerre? C'est quoi qui est préférable aujourd'hui pour en finir avec cette rébellion qui n'a fait qu'endayer la RDC? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la parole nous accorder et surtout de l'opportunité que vous nous offrez à pouvoir échanger autour des questions majeures d'intérêt communautaire. Il est vrai que mon pays, la République démocratique du Congo, est en guerre depuis plusieurs années. Il est aussi vrai que le chef de l'État qui vient de renouveler son mandat, a passé 5 ans effectivement. Et le chef de l'État nous parlait effectivement de plusieurs options, notamment pour affronter effectivement les ennemis de la République démocratique du Congo, mieux le Rwanda. Le chef nous parlait de l'option militaire, il nous a parlé de l'option politique, mais également de l'option diplomatique. Alors qu'en est-il de ces 3 options? C'est vrai que d'aucuns estiment qu'il y a des avancées par rapport à ces 3 options, ce qui n'est pas le cas, parce que vous allez vous rappeler que le chef de l'État est là par rapport à l'option militaire. Nous ne faisons que faire des prétendus reculs stratégiques. Donc l'ennemi ne fait que, si vous voulez, occuper le terrain. Il y a des territoires qui tombent chaque jour qui passe. Il y a des atrocités qui ne font que s'intensifier. Et actuellement, nous sommes à plus de 6 millions de déplacés internes. Donc, effectivement, du point de vue militaire, certes, il y a une résistance de nos forces armées, mais la guerre se passe chez nous. Et comme je viens de le dire, chaque jour qui passe, il y a toujours des prétendus reculs stratégiques de la part de nos FARDC. Du point de vue diplomatique, c'est vrai, on va vous dire qu'il y a des démarches diplomatiques qui ont été menées, qui ont pondu les accords en question, mais lesquels accords n'ont jamais été exécutés par nos ennemis, mieux par le Rwanda ou le mouvement 23, parce que l'accord en question prévoyait le retrait de ces mouvements. D'abord, la cessation des hostilités par le mouvement 23, le retrait de ces mouvements et son cantonnement. Et donc, ce mouvement n'a jamais cessé les hostilités. Il ne s'est jamais replié, encore moins les retraits de ce mouvement. Donc, il continue d'ailleurs occuper du terrain. On peut dire effectivement que cet accord n'est pas respecté. Peut-être qu'il est respecté par l'État congolais parce qu'à chaque fois, il se défend en disant que nous respectons l'accord, c'est plutôt l'autre camp qui ne respecte pas l'accord. Donc, du point de vue diplomatique, c'est aussi un échec patent, même par rapport à la condamnation de ces agressions de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a une timide, ce n'est même pas en réalité une condamnation, une timide condamnation où les gens demandent, certaines nations, effectivement, demandent, il y a les États-Unis, il y a la France. J'y arrive. Voilà pourquoi il y a la Belgique. Voilà pourquoi je parle. Les Congolais accusent de soutenir la rébellion qui s'élève pour appeler Kagame à ne pas soutenir, à ne plus soutenir le M23. Et ce n'est pas une accusation gratuite. Il est vrai que toutes ces puissances soutiennent effectivement non seulement le mouvement 23, en réalité les Rwandais pour des raisons faciles à deviner. Donc les Rwandais, ce que les Rwandais font aujourd'hui, les Rwandais c'est en réalité un État commissionnaire parce que le plus grand bénéficiaire de cette guerre, ce sont les multinationales anglo-saxonnes, c'est précisément les Américains, les Français et autres qui jouent à l'hypocrisie parce que la politique diplomatique des États-Unis
dans la sous-région est tel que pour la RDC, on vous dit que vous avez raison et pour les Rwandais, on vous dit que vous n'avez pas tort. Mais ce que je voudrais insister ici, c'est vrai qu'il y a une timide condamnation du Rwanda où on demande au Rwanda de se retirer du territoire national ou de retirer ses forces du territoire national, mais ils ne vont pas plus loin, notamment en sanctionnant les Rwandais parce qu'ils savent qu'ils ont intérêt dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et donc, comme je viens de le dire, il y a un échec patent, non seulement du point de vue militaire, mais également et surtout du point de vue diplomatique. Alors, puisqu'il y a ce que vous dites, un échec, Alain Camille, ces rebelles, avec leur mentor, le Rwanda, que la RDC continue de décrier jusqu'à ce jour, avait exigé ou avait demandé un dialogue de pourparlers direct avec le gouvernement, chose que le chef de l'État refuse. Pour Félix Tshisekedi, lors du briefing, il dit il ne va pas négocier avec le M23. S'il faut négocier, c'est avec le Rwanda. Parce qu'il estime que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Il est vrai que le chef de l'État reste intransigeant dans ses prises de position politique par rapport aux négociations. Dès les débuts de cette guerre, le chef de l'État était clair, limpide, comme l'eau de roche. Pas question de négocier avec ces terroristes, ces mouvements terroristes. Et nous continuons à concevoir en ce jour que le M23, c'est un mouvement terroriste. Il n'a pas trembloté face aux menaces de M23, face même aux annonces de la MONUSCO qui a eu à effrayer le peuple congolais pour dire, face à l'armement lourd de M23, la MONUSCO était incapable de l'affronter. Mais Tshisekedi, qui venait à peine de prendre le pouvoir avec un pays sous embargo, a fait face à ces énergumènes, comme je l'ai dit, qui avaient un armement fort, puissant. Et en ce jour, ce n'est pas Tshisekedi qui demande de négocier avec eux, ce sont eux qui pleurnichent nuit et jour pour se dire non, cher fils du Sphinx de l'Imété, pourriez-vous nous accorder un moment de change, un moment de négociation? Et dans l'entretemps, il y a des déplacements internes qui s'intensifient. Maître Inga vous a parlé de plus de 6 millions de déplacements internes. Bien sûr. Et la situation humanitaire est en train de se dégrader sur le terrain. Il est vrai. Allons-nous continuer à attendre les résultats des bilatérales? Il est vrai. Cette rencontre de Salva Kiir et Kagame, Salva Kiir, Félix Tshisekedi, ou encore le président Tshisekedi avec Joao Lorenzo, où le pays devrait prendre sa destinée à main. Par exemple, le président l'avait dit lors de la campagne, à une simple escarmouche, il était prêt à repliquer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il est vrai. Tout Congolais est pris de l'esprit patriotique, a besoin de voir la paix et la paix durable dans son pays. Mais nous devons savoir une chose, c'est pas parce qu'on a besoin, c'est pas parce qu'on a soif qu'on doit boire l'eau sale. Quand on a soif, on doit chercher l'eau qui ne doit pas nous causer du tort en la buvant. C'est ainsi que nous voulons l'eau propre pour léguer une nation prospère aux générations qui viendront après nous. Ça signifie que nous n'allons pas accepter une balkanisation retardée avec ces énergumènes de M23, comme pour dire nous allons céder l'administration de certains territoires aux M23 qui ne sont rien d'autre que de Rwandais. Face aux propos de mon contradicteur sur ce plateau, laissez-moi vous dire que, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, c'est un malheur de ne pas reconnaître la victoire de son pays. C'est un malheur. Heureusement, non, mais il a reconnu le peuple qu'il y a une résistance de l'armée congolaise. Le peuple congolais, non, il s'est moqué de l'armée congolaise pour dire qu'elle ne fait que faire des reculs stratégiques, qu'elle ne va que des reculs stratégiques en reculs stratégiques. Si c'était des reculs stratégiques, je pense que le M23 ce mouvement serait déjà le Lubumbashi face au recul stratégique de notre armée. Cette armée joue à l'offensive et nous, devant l'armée congolaise, nous disons chapeau bas par rapport à ceux qui font comme travail titanesque. Bref, le pays ne va pas dialoguer avec le M23, mais plutôt avec le Rwanda. Il est connu et nous n'allons pas tergiverser un seul instant. Quant à ce, le pays n'aura pas à négocier avec le M23. Nous n'aurons pas à brader la souveraineté nationale parce qu'il s'agit de M23. Et face à cela,
le peuple congolais a compris. Le peuple congolais est dans une quiétude angélique. Le peuple congolais est dans une équanimité séraphanique pour dire qu'il a placé sa confiance en un homme qui ne lutte pas seulement contre le M23, mais qui lutte contre toute la communauté internationale et toute son hypocrisie. Donc, comme je l'ai toujours dit, Félix Antoine Tshisekedi, docteur honoris causa, est un don béni pour la République démocratique du Congo. On va revenir à vous le temps de donner la parole à Maître Mohamed Eyinga. Pas de dialogue avec l'homme 23. Président, on va plutôt des négociations directes avec Kigali, qu'il considère comme étant le véritable agresseur de la RDC. Et pendant ce temps, la situation demeure la même sur le terrain. Vous l'avez souligné avec plusieurs millions de déplacements internes. Eh ben, j'ai suivi les choses. C'est vrai que c'était point de presse rompu, entouré des incohérences. Parce que, comme vous venez de le dire, à la fin de sa campagne électorale, il a lui-même déclaré que dans les cas où il y a escarmouche, je n'hésiterai pas à pouvoir déclarer la guerre. Il a même demandé. Les conditions ne sont pas encore réunies. Je parle des incohérences. Parce que c'est le chef de l'État lui-même qui avait demandé à votre confrère Loussa Koueno de noter, déjà sur le terrain, que nous soyons à même de pouvoir débouter ces terroristes, effectivement, hors du territoire national. Ce qui n'est pas le cas sur le terrain. On vous a dit ici que j'ai minimisé le FARDC. Non, ce n'est pas le cas. Je reconnais. La rébellion au niveau du Saké. Oui, je reconnais. Jusque dernièrement, justement, les derniers contingents de rebelles ont pu fuir. En fuyant, ils ont même largué des bombes sur un village parce qu'ils ont fui la force de feu de l'armée congolaise. J'ai félicité nos FARDC, du fait qu'ils sont en train de résister farouchement. C'est des gens qui se sacrifient pour nous autres. Donc le contexte n'a pas été bien compris par Camille alors. Le travail qui s'est fait au niveau de nos FARDC, il faudrait qu'on puisse intensifier ce travail. Parce que pour aller sur la table des négociations, tant que nous sommes dans une position de faiblesse, c'est quoi la position de faiblesse? Il y a des parties, des parties du territoire national qui continuent à être occupées et dirigées par les Rwandais et l'Ouganda. Et personne n'en parle. Nous sommes effectivement en train de s'attaquer plus au Rwanda. Mais personne ne cite l'Ouganda, l'autre allié stratégique et fiable de ce régime. Tout en oubliant que sur les sols congolais, il y a la présence de l'armée ougandaise dans le cadre de l'accord bilatéral avec l'Ouganda. Mais personne non seulement ne s'attaque à l'Ouganda, mais ne prend des décisions conséquentes pour chasser ces gens du territoire national. Et donc, nous sommes tout à fait d'accord. Il faudrait qu'il y ait dialogue, il faudrait dialoguer avec M. Kagame. Il faudrait d'abord que nous... Pas avec l'homme 23, plutôt avec Kagame. Nous sommes effectivement attaqués par une agression rwandaise, ça n'a rien à voir avec le mouvement 23. Donc, ils veulent congoliser le mouvement 23 à travers M. Nanga. Voilà. C'est ce qui est inadmissible. Donc, nous voulons dialoguer avec les Rwandais, mais premièrement, il faudrait que nous soyons sur le terrain en position de force. Parce qu'en ce moment-là, nous allons négocier. Puisqu'on le dit, en relation internationale, la force arrête la force. Oui, en matière, en relation internationale, c'est une question de force, de bras de fer en fait. Donc, en deuxième lieu, en allant sur la table des négociations, il ne faudrait pas qu'on puisse accepter n'importe quoi. Parce que nous avons comme l'impression que généralement, nos autorités nous disent autre chose, mais quand ils se retirent, ils font autre chose. Ils peuvent aller même... D'accord, Maître Eyinga. Aller même contre l'intérêt général. D'accord. Et donc, ce que nous demandons au chef de l'État, c'est de pouvoir intensifier les actions sur le terrain, de pouvoir investir sérieusement dans le FARDC pour permettre à ces vaillants militaires de s'attaquer et de chasser ces criminels rwandais qui rentrent chez eux et négocier avec les Rwandais dans la mesure possible pour voir comment est-ce qu'on peut faire taire les armes au niveau de l'Est de la République démocratique. Alors, Alain Camille, avant de refermer ce registre, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour faire taire les armes à l'Est de la RDC? Concrètement. Les armes peuvent faire taire les armes. C'est une option. La politique peut faire taire les armes. La diplomatie, levier trop utilisé par le régime en place, est sur le point de faire taire les armes. Et cette fois-là, je vais demander à notre petite opposition revancharde. Petite opposition que vous avez réduite
au niveau du Parlement. Non, que le peuple, non, c'est pas petite opposition. Le peuple on en parle juste après. Oui, et le peuple a trouvé. On va en parler. Que face tout de suite, face aux critiques malveillantes de cette petite opposition à l'endroit du chef de l'État, en lieu et place de l'action gouvernementale, le peuple a dit que cette petite opposition vienne, nous allons descendre sa culotte, et le peuple a descendu la culotte de cette petite opposition, et il a trouvé qu'il n'y avait rien. Donc voilà pourquoi j'utilise l'expression cette petite opposition revancharde. Alors par rapport à cela, nous encourageons et soutenons tous les acteurs qui mènent l'action gouvernementale pour qu'il y ait une solution durable, pas des solutionnnettes vraiment, pas du feu genre feu de paille qui s'allume vite et qui s'éteint aussi très vite. Nous voulons une solution durable, la paix. S'il ne s'agissait que de négocier avec le M23, la paix serait déjà dans la partie orientale de notre chère nation. Mais pour quel prix devons-nous tomber dans les erreurs commises par le régime du sénateur à vie, Joseph Kabila, qui avait cédé 39% du commandement militaire au M23 dans la partie orientale de notre pays, qui avait cédé 41% de commandement de la police au M23 et l'administration de certains territoires, certaines localités à des étrangers rwandais. Tshisekedi n'a pas que le sang congolais qui coule dans ses veines, il a également l'âme congolaise. Voilà pourquoi il a dit je ne peux pas céder un seul iota du territoire congolais à ces M23 qui sont soutenus par le Rwanda. On va évoluer. Maître Mohamed Yinga, l'opposition congolaise après les élections du 23 décembre, on se retrouve aujourd'hui, comme votre co-débatteur l'a dit, en minorité réduite, à peine une vingtaine d'élus pour Moïse Katumbi. On n'en a pas pratiquement à cause du seuil. Pouvons-nous évoquer d'autres facteurs qui sont en train pour que finalement que vous puissiez être aujourd'hui, pour ne pas parler d'une opposition réduite, mais qui ne va pas se faire entendre pour la nouvelle législature de beaucoup d'enjeux au niveau de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que c'est une question d'une importance capitale. D'entrée de jeu, il importe de préciser que depuis 2006, c'est une première en RDC de voir une majorité présidentielle constituée de plus de 94% des membres des députés de cette majorité. C'est tout le monde qui parle des nominations, il n'y a pas que moi. Et je pense qu'il faudrait analyser la situation. Je parle des nominations. Il faut analyser la situation en tenant compte du comportement dans la période préélectorale, la période électorale, la période post-électorale. Pendant la période préélectorale, et principalement lors de la campagne électorale, vous avez un Tshisekedi, candidat à sa propre succession, qui battait sa campagne en Mbuji-Mayi. Il va considérer certains compatriotes kassaïens qui avaient pris la décision de se rallier aux compatriotes non kassaïens comme étant des traîtres qui sont ralliés à nos ennemis. C'est Tshisekedi qui parle de ça en Mbuji-Mayi et en Tchilouba. Vous allez vous rendre compte que déjà, à travers ces déclarations, nous sommes dans un régime dictatorial où le chef lui-même se permet de traiter ses opposants politiques qui sont censés être des adversaires dans un État normal, dans un État dirigé par un régime responsable et démocratique, mais lui traite ses adversaires politiques comme étant ses ennemis. Rendez-vous compte maintenant de la suite. Parce que déjà, quand on traite un adversaire comme étant un ennemi, et que c'est lui qui a la gestion quasiment de tout, avec une CENI 100% fasciste, avec une cour constitutionnelle composée de la façon connue par tout le monde, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. C'est votre point de vue qui vous engage. Justement, c'est mon point de vue. Une CENI à 100% fasciste, une cour constitutionnelle constituée de la façon connue par tout le monde, vous allez vous rendre compte de la suite. Et pendant la période électorale, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais ils se sont permis de distribuer des machines à voter quasiment à tous les leaders de l'Union sacrée. Donc c'est ça qui a fait que les gens de l'Union sacrée ont eu plus de voix par rapport à ceux de l'opposition. Bien sûr. Et la période post-électorale, c'est soit la population qui a découvert des machines dans des maisons de députés et certains dignitaires de l'Union dite sacrée, soit c'est eux-mêmes qui étaient en train pratiquement de s'entre-accuser. Vous avez suivi le numéro 1 de la jeunesse de l'UDPS. Il y a un terme qu'on utilise là, une dénomination, la jeunesse du progrès ou quoi là? Force du progrès, qui a accusé ses camarades du parti. Il les a accusés en disant qu'ils n'étaient pas élus par le peuple. Ils avaient détenu des machines à voter. Ils ont été nommés. Il a cité les gens. Ceux qui avaient des machines à voter ont vu les résultats. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc vous allez vous rendre compte que de gros poissons. Vous avez vu le gouverneur. Et ces machines-là, des gouverneurs qui ont été frappés par ça va. La question qui reste pendante ici de savoir qui avait remis des machines à voter à tous ces gens. Une enquête a été ouverte au niveau de la CENI. Il y a toujours des enquêtes ici. Ça fait des personnalités suspendues. Je vous dis, il y a toujours des enquêtes ici. Ça fait plus de 6 mois qu'il y a des enquêtes par rapport à l'assassinat de Sherbon Okende. Il n'y a toujours pas de résultats. Donc, personne ne vous dit qui leur avait donné des machines à voter et au niveau présidentiel, voter pour qui? Ce sont des gens de l'Union sacrée. Certainement, ils votaient pour M. Tshisekedi. Alors, justement, pourquoi largement minorité? Parce qu'il y a eu des nominations. Tout ce qui s'est passé au niveau de la CENI, c'était des nominations. Et même, ils avaient des listes. Les responsables de différentes plateformes de l'Union sacrée ont envoyé des listes au niveau de M. Kadima. Et c'est Kadima, ensemble avec certaines têtes bien connus de l'Union sacrée, qui ont procédé à la nomination. C'est pour cette raison, effectivement, que nous autres, parce qu'on avait commis l'erreur selon eux, le péché voulait dire de se rallier à Katumbi, et la personne qui était visée dans la déclaration de M. Tshisekedi, c'est mon président, qui est son frère Kassayen, qui s'était rallié à un nom Kassayen. C'est pour cette raison, effectivement, c'est pour cette raison qu'ils ont raillé, notre... le seuil électoral. Non, moi je vous dis qu'Envol a bel et bien atteint les seuils. Mais on nous a écartés parce que pour eux, il fallait sanctionner ces soldats qu'ils traitent comme étant un traître. Voilà, la traîtrise ou une punition de la population, vous l'avez déjà dit, par rapport à l'opposition qui se retrouve très minoritaire actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Pourtant, un quinquennat, beaucoup d'enjeux en termes de réforme. Je pense que même nos aimables téléspectateurs que nous suivent en ce net moment ont envie de rire. Honnêtement. Et je pense qu'on doit dire la vérité au peuple. Et même vos mentors doivent vous dire la vérité. L'Église catholique, qui a eu à un moment à mettre des doutes sur le processus électoral, après s'être informée, a eu à faire une déclaration saisissante pour dire qu'avec ce que je viens de recevoir comme explication, il est difficile de tricher avec ces machines à voter. Et là, tout le monde s'est tu. Je pense que mon co-débatteur... Il a évoqué deux gens qui ont été attrapés avec une machine à voter, pour lesquels on a vu, par exemple, j'y arrive. Mon co-débatteur qui est être annulé par la CENI, il se pose la question comment ils ont eu ces machines à voter. J'y arrive. Et pour lui, c'est la cause principale qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de candidats d'opposition n'ont pas été élus, et qu'aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui se retrouve avec plus de 94%, il a dit. Le mentor de mon co-débatteur, Délice Sanga, a une bouche béante et une langue pendante. Il n'a pas sa langue dans ses poches. Il s'est tu, il a bouclé sa bouche parce que le résultat était affiché bureau par bureau de vote. Et le PV, tout le monde en a eu. Et au-delà de cela, la CENI a eu à transmettre le résultat par voie électronique de chaque candidat bureau par bureau sur la quasi-totalité de l'étendue nationale. Pourquoi n'a-t-il pas mené n'infuse qu'une seule preuve d'un bureau peut-être à Kamweshi ou bien à Louisa, où il a fait à Kamwesha, où il a fait beaucoup de voix et que ce que la CENI avait publié était contraire. Je pense que reconnaître son ignorance
reconnaître sa méconnaissance, reconnaître son échec. C'est un bon pas qu'on marque pour améliorer le futur. Alors, reconnaître l'échec. Quand vous êtes là, reconnaître l'échec, en même temps, en face, ils voient qu'il y a eu des gens qui ont utilisé des machines. Par rapport à ces gens qui ont eu à avoir des machines, nous attendons encore des sanctions. Ça, nous ne soutiendrons jamais cela. Et curieusement, ces machines, on ne les a pas trouvées seulement dans les mains des hommes du pouvoir, même dans l'opposition. Il y a des hommes de l'opposition qui détenaient ces machines. C'est-à-dire que nous déplorons ce comportement, nous ne l'encourageons pas, parce que pour nous, notre fibre nationale, notre fibre démocratique fonctionne dès lors que nous remettons, après les délais constitutionnels, le pouvoir auprès du souverain primaire pour choisir ses dignes dirigeants comme c'est le cas actuellement. Même nous, quand nous étions dans l'opposition, nous n'échouions. Quand on nous volait même notre victoire, on n'échouait pas lamentablement. Vous devriez vous cacher quand ton mentor fait moins d'1%. Il a dit que c'est une première. Quand ton mentor fait 0, si c'est 3% ou 32%. Mais c'est une honte. Il parle des nominations. Vous devriez vous cacher. Il allègue les faits. Il parle des nominations, bien sûr, au nom de la liberté d'opinion, au nom de la liberté de penser. Il peut le dire, mais il ne peut pas le prouver. Moi, j'ai prouvé, j'ai donné des éléments chiffrés. Comment ne peut-il pas le prouver? J'ai donné des éléments chiffrés. Tout le monde possède le résultat bureau par bureau. Même son mentor, bureau par bureau. Même Katumbi, qui nous ont soutenus, détient ces résultats. Et il a compris que même quand je fais une étude comparative à ce que j'ai fait à Kachobwe, la CENI n'a rien volé. La CENI n'a pas triché. Et c'est du vrai. Alors, par rapport à la moindre escarmouche, parce que j'aimerais un peu que le peuple vous avez épuisé votre temps de parole. Vous allez revenir quand on va vous donner la parole. Le temps de revenir à Maître Mohamed Eyinga. Nous parlons, vous évoquiez déjà la question sur les nominations. Même alors, s'il y a eu des nominations, comment l'opposition peut se retrouver avec moins de 100 députés aujourd'hui? On a l'impression que vous étiez beaucoup plus concentré au niveau de l'élection présidentielle en négligeant les législatives et des fois les élections communales. Ouais, écoutez, municipales plutôt. C'était sérieusement préparé à prendre cette élection. Et je pense que le peuple qui nous suit est conscient du fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a un fossé entre les résultats tels que publiés par M. Kadima, entre les résultats tels que publiés par M. Kadima, et c'est que le peuple lui-même a vérifié à travers différents bureaux. Je vous dis qu'il y a un fossé. Je peux vous dire, je peux vous rassurer que par exemple ici à Lubumbashi, sur les 14 noms tels que nommés et publiés par M. Denis Kadima, personnellement, je reconnais, si c'est beaucoup, c'est 6 qui ont été vraiment, parce que nous tous, on était candidats, on sillonnait dans différents bureaux de vote et nous savions déjà les gens qui étaient dans une bonne position. Je ne suis pas là pour citer les noms, mais même mon co-débatteur en est conscient. Je vous dis, si c'est beaucoup, c'est 6 qui étaient vraiment votés ici à Lubumbashi. Il y a des choses qui se sont passées. Je venais de le dire que même dans les propres camps du chef de l'État, je peux vous citer les noms, Claude Ibalanki, etc. Il y a de ces gens-là eux-mêmes qui disent, et qui s'entraquisent, qui disent qu'on a nommé des gens, et même au niveau de la députée, même au niveau de l'Union sacrée. Donc il n'y a pas que nous. La population aussi en est consciente. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut reconnaître qu'il y a des choses. Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient plutôt, ou ils ont pris l'option de pouvoir amoindrir considérablement l'opposition? C'est parce que, comme vous venez de le dire, cette législature, c'est une législature de tous les enjeux du point de vue législatif. Parce qu'il y aura des réformes qui seront opérées. Parce que déjà, cette législature, vous en avez une idée? Parce que déjà, dans les tiroirs de l'Union sacrée, ils veulent procéder à la modification de la Constitution et ils veulent même toucher aux articles qui sont codifiés par le peuple lui-même. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'ils ont levé l'option de pouvoir d'abord écarter tous les gênants au niveau de l'opposition, notamment Sesanga. Je dis bien tous les gênants, tous les gênants
au niveau de l'opposition, notamment Sesanga, mais aussi d'amoindrir considérablement l'opposition pour qu'il ne reste qu'avec des gens qui ne joueront pas les rôles d'un député. Parce que les rôles d'un député, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Je ne vois pas quelqu'un de l'Union dite sacrée aller contrôler l'action du gouvernement. Je ne vois pas quelqu'un qui va proposer une loi en faveur de la population. Ils vont certainement proposer des lois des pères et des mères et certaines lois pour permettre à... Ça va revenir. Je vous dis que ça va revenir. Ça va revenir et ils vont aussi procéder à la modification de la Constitution en touchant notamment aux dispositions qui sont codifiées, notamment pour permettre à M. Tshisekedi de pouvoir rester au pouvoir après la législature actuelle. C'est ça l'idée qui est derrière vous. Et je vous accorde en même temps un total de 3 minutes. Vous réagissez puis vous concluez parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Je demande à mon co-débatteur de ne pas avoir des appréhensions inutiles et qui servent à peu de choses sur le régime actuel. Ce ne sont que des petites intentions. Ils sont représentants du peuple et vous leur devez du respect, élus par le peuple sur la quasi-totalité de la République. J'ai compris une chose. L'ignorance de certaines notions électorales a conduit cette petite opposition revancharde tout droit par réduite. Selon lui. Quand il ne maîtrise pas la notion du quotient électoral, quand il ne maîtrise pas la notion du seuil d'éligibilité à atteindre, peut-être, j'ai vu des gens qui ont fait beaucoup de voix dans la ville de Lubumbashi, mais parce qu'ils étaient alignés sur une liste qui n'a pas atteint les seuils, ils ne sont pas élus. C'était une notion à connaître au préalable. Il fallait avoir la notion de l'altruisme. Revenez sur ce qu'il a... La notion de l'altruisme en composant la liste électorale. Vous avez joué même à l'égoïsme contre vous-même et vous en payez le prix en ce jour. Cher ami, reprends courage. Un homme qui veut avancer doit se faire une introspection et se dire voilà où nous avions mal agi. Et ça vous permettra d'être fort aux prochaines échéances électorales. Si c'est avec ce genre ou cette manière de penser, je ne serais pas surpris de voir encore l'opposition en 2028 faire 5 députés sur l'étendue de la République. Alors, concluez. Alors, par rapport à ce débat, j'aimerais dire que le peuple congolais doit faire usage de son élan patriotique qui a secoué le monde aujourd'hui, qui a secoué toutes les grandes puissances. Face à notre élan patriotique, aujourd'hui, les grandes nations, les grandes puissances qui avaient du mal à condamner notre ennemi au Rwanda, le font peut-être superficiellement pour les autres, mais pour nous, nous trouvons que c'est une avancée très positive dans cet élan diplomatique. Et ce n'est pas la gloire du docteur honoris causa Félix-Antoine Tshisekedi seul, c'est le Congo qui gagne. C'est la gloire du peuple congolais et nous devons tous en être fiers. Par rapport aux élections, je pense que cette page est tournée. Nous devons nous ressaisir et chacun faire une introspection au sein de son parti politique pour savoir quoi marcher, quoi n'a pas marché. Mais au-delà de tout, opposition ou majorité, devront savoir que nous avons un patrimoine en commun qui s'appelle les territoires congolais, notre chère nation, nous léguée par nos aïeux. Et nous devons en être jaloux, nous devons préserver ce pays du mal. Voilà. J'ai dit. On va refermer ce magazine par Maître Mohamed Yenga. Votre conclusion. Merci beaucoup. Au peuple congolais, il doit être très mobilisé derrière le FARDC, mobilisé derrière la nation congolaise, effectivement, pour motiver nos FARDC, les encourager, en leur permettant justement de pouvoir chasser ces criminels. Mais aussi coopérer effectivement avec les services de sécurité, les services de renseignement, parce qu'il y a toujours des informations certainement qui peuvent être détenues par le peuple et non pas par les services compétents. En ce moment, c'est des informations qui peuvent être utiles pour permettre aux services compétents de jouer le rôle qui est celui de pouvoir aider notamment les institutions compétentes à pouvoir jouer aussi le rôle constitutionnel. Le peuple doit aussi être exigeant
exigeant vis-à-vis des autorités gouvernementales, exigeant vis-à-vis des chefs de l'État, pour que ces autorités prennent des bonnes décisions et posent des actions en faveur notamment du retour de la paix à l'est de la RDC. Et les autorités doivent cesser de jouer à la comédie, parce que le peuple peut se plaindre, mais il ne revient pas à une autorité de se plaindre et de jouer à la comédie. Et donc, le peuple va continuer à se plaindre, il va continuer à exiger, il va continuer à collaborer avec les services compétents, il va continuer à encourager les services compétents, mais les autorités doivent être à la hauteur de la tâche, doivent avoir la notion de prioriser les besoins au niveau national en investissant sérieusement dans les FARDC pour nous permettre justement de pouvoir chasser les criminels hors du territoire national. Voilà, mesdames et messieurs, ce magazine sera fermé, il s'appelle Le Débat. Il est revenu notamment sur des questions d'actualité, sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, mais aussi sur cette faible représentativité de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour décrypter ces deux questions majeures, nous avons fait appel à Maître Mohamed Yenga. Il est président d'Envol au niveau de la ville de Lubumbashi. Merci à vous d'avoir été avec nous. À moi de vous remercier, M. José. Merci également à Alain Camille, conseiller municipal au niveau de la commune du Campemba, coordonnateur de la jeunesse à DEFAT au niveau national. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur José. Merci à mon co-débatteur. Merci à mes semblables, mes chers compatriotes que j'aime et que je porte à cœur. Voilà, ce magazine se referme. L'on se retrouve très prochainement pour de nouveaux numéros.